Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors oui, je vous fais cette vidéo parce que, bah oui, forcément, ça devait arriver, hein, il n'y a plus Internet. Voilà, je peux pas vous faire une photo, enfin je vous ai fait une photo sur ma page Facebook, je vais pas vous le montrer, le petit voyant qui est là, le petit voyant de merde, il est rouge. Donc je peux pas regarder, je peux pas vibrer, je peux pas faire de live, c'est la merde. Voilà. Bon, plaisanterie mise à part. Donc j'espère en tout cas que vous allez bien. Et donc je me suis dit, bah on sait pas ce qui peut se passer. Alors non, ça reviendrait samedi. Inch'Allah, comme ils disent. Si ça arrive pas, ce que je vais faire, c'est que je vous fais cette vidéo pour parler un petit peu de Bray Wyatt, plutôt The Fiend, contre Seth Rollins. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. Hein, ça devait être une rubrique, mais au cas où, je préfère me prévenir. Sur ce qui s'est passé à Hell in a Cell 2019 entre The Fiend, Bray Wyatt et Seth Rollins. On va rappeler rapidement ce qui s'est passé, ce qui ont passé dans les faits. Eh bien, nous avions donc un match entre Seth Rollins et Bray Wyatt, The Fiend, donc dans un décor déjà très rouge. Donc voilà, déjà on va commencer à parler de ça. Bon, on va déjà commencer à parler de ça. Et puis, bah, ça a bastonné, hein, clairement, avec notamment des armes qui ont été utilisées, un The Fiend très puissant qui a résisté à Dicker Stomp, a notamment pris des coups de chaise, une table, des échelles, et puis au bout d'un moment, eh bien, le Fiend, Seth Rollins voyant que The Fiend ne cessait de se relever, a pris une décision. Il a pris donc un sledgehammer et il a frappé violemment le crâne, avec hésitation auparavant, mais le crâne de The Fiend. Et à partir de là, eh bien, l'arbitre prend une décision. Il disqualifie Seth Rollins, puisqu'il fait... Alors, au départ, c'était une disqualification, puis finalement, on a appris que c'était un no contest, mais le problème reste le même. Il y a eu un arrêt suite à un choc. Alors, clairement, il voulait un petit peu calmer la chose, parce qu'il ne voulait pas faire de The Fiend une sorte de... voilà, il voulait pas mettre... Finalement, ce qu'ils n'ont pas voulu faire, c'est dire disqualification, parce que clairement les fans ne seraient pas ravis. Et les fans n'étaient pas ravis concrètement, parce qu'il y avait pas mal de chants AEW qui avaient été balancés. On notera également qu'il y a eu pas mal de discussions, pas mal de choses sur notamment la présence de bullshit qui ont été balancés. Le public était très mécontent, ça a fait beaucoup parler dans les réseaux sociaux où les gens étaient relativement haineux, notamment sur la fin de match. Après, bon, sur le décor, etc. Et donc, ben, moi, j'aime bien prendre du recul, hein, toujours dans ce qui se passe, parce que c'est vrai que réagir à chaud, c'est synonyme d'erreur. On dit souvent des choses qu'on peut regretter quand on dit des... Voilà, etc., etc. Et donc, ben, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh ben, je vous le donne en mille. Déjà, on va commencer avec le décor. On va commencer directement avec ça. Ben, le décor, concrètement, c'est une idée, alors ça reste une idée intéressante, c'est pour montrer un côté épouvante et tout ce que tu veux, mais le problème de ce magnifique décor, pour ainsi dire, c'est que, alors je vais vous montrer, hein, je vais pas être très compliqué, si, par le plus grand des hasards, ma webcam, je la mets comme ça, ou comme ça, je suis pas sûr que vous puissiez voir quelque chose qui soit très agréable. Déjà, ma gueule est voilà, ou alors on met du comme ça. Bon, ça va encore. C'est joli quand même, hein, ça a de la classe. Attends. La luminosité, comme ça. Hein, vous avez l'impression... Ah, vous voyez quelque chose là? Ah, bah vous voyez quelque chose. Vous avez l'impression que je les ai vus là. Et si vous mettez comme ça, alors là, vous vous donnez envie, vous ne me trouvez pas. Clairement, ce que je suis en train de vous expliquer... Alors, vous voyez, on peut mettre une couleur si vous voulez. On va mettre une couleur... Allez, on va mettre une couleur rouge. Voilà, vous voyez quelque chose peut-être, hein, voilà, allez, vous voyez... Oh, j'ai fait du Bray Wyatt, tiens, c'est cool. C'est agréable, hein. Ah, c'est super agréable ce que je suis en train de vous montrer. Là, vous voyez, bon, encore là, ça va, mais regardez, bah, c'est vachement agréable ce que je suis en train de vous montrer. Donc, la vérité, concrètement, c'est de la bouche des enfants. Je vais remettre la couleur de base, sinon ça va mal finir. Non, c'est pas la bonne couleur. Merde, j'ai perdu la couleur. Bon, c'est pas grave, on va... Est-ce que je peux... On va faire un truc tout con, hein. Voilà, on va supprimer, voilà, supprimer. Voilà, ça va être plus simple. Non, voilà, vous avez compris le principe. C'était une bonne idée. Attention, c'était une bonne idée de base de mettre une atmosphère et justement de balancer ça.
Mais le souci, c'est que quand tu fais ça, il faut quand même pas oublier que c'est un match de catch. Et qui dit match de catch, dit forcément que la lutte professionnelle implique qu'on puisse voir ce qu'on regarde. Et concrètement, bah, je vous avais pu le remarquer, j'ai fait ça pour m'amuser un petit peu. Vous avez eu ce sentiment un peu désagréable de ne pas pouvoir voir ce que je fais. Alors, dans mon cas à moi, c'est pas grave, puisque c'est un peu de la radio ce que je suis en train de vous faire. Mais si vous avez, par exemple, une vidéo en mouvement et que je vous mets du truc rouge partout, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc, la réalité, concrètement, il faut que ça soit visible. Mais c'est pas ça le problème, clairement. Parce que si c'était juste un problème de décor, bah, le problème, il aurait été réglé. Je vais te dire, on n'aurait pas été à ce point-là. C'est certainement ce qui s'est passé à la fin. Ce qui s'est passé à la fin, il y a beaucoup de gens qui ont râlé. Alors, j'ai entendu pas mal de choses que je peux concevoir. Attention, je suis pas en train de parler, je suis en train de parler de choses. On a parlé notamment, de la non-décribilisation de Sal Rollins. Pas capable de gagner un match contre, voilà, mettant des curse tombs à tout va. La manque de crédibilité, la destruction de la crédibilité de The Fiend. Sur le fait que, bah, forcément, il s'est pris plusieurs curse tombs, des pédigrés, il a fini au sol. J'ai entendu aussi, notamment, que le final était alambiqué. Comment on peut mettre un no disqualification match à finalement un lutteur, alors que tu as un match qui, je rappelle, est sans disqualification. Alors tu peux nettoyer ça par un no contest, tu peux appeler ça comme tu veux. La réalité, c'est que tu as fait un match qui a occasionné une disqualification. Voilà, ça déjà, troisième point. Il y a eu également, bien évidemment, le match qui n'était pas exceptionnel. Je veux dire, pour un exemple concret, Sasha Banks contre Becky Lynch était bien meilleur, il avait plus d'intensité, il avait plus de coffre. Et clairement, moi j'ai trouvé que le match Becky Lynch-Sasha Banks, t'aurais inversé les deux, t'aurais mis Seth Rollins contre The Fiend au début et Sasha Banks, Becky Lynch à la fin. Je pense que tout le monde aurait été dithyrambique en disant c'est un match de dingue. Voilà, ça aurait fini le pay-per-view, on aurait complètement oublié. Alors j'ai au micro. On aurait oublié ce qui s'était passé. Maintenant, la vérité, qu'elle sort de la couche des enfants, ça je le dis souvent, mais la vérité, c'est que moi j'ai eu envie de faire un peu de recul par rapport à ça. J'ai eu envie de comprendre comment la WWE a pu imaginer ce final, comment la WWE s'est retrouvée dans une situation qui était certes peut-être qui était complexe concrètement, parce que souvenez-vous de la question que je pose à Papy sur le fantasy booking, même lui il était en difficulté, il ne savait pas comment faire. Et donc il faut déjà baser, et ça c'est clairement c'était compliqué. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va baser sur les personnages. Déjà nous avons deux personnages. Nous avons un personnage qui s'appelle The Fiend, et nous avons un personnage qui s'appelle Seth Rollins. Je pense que déjà vous avez deux difficultés. Vous avez Seth Rollins. Seth Rollins c'est le gars qui gagne, c'est le champion universel, c'est le mec qui est entre guillemets quand même battu Brock Lesnar il y a à peine... pas le mois dernier, mais il y a 2 mois. Donc tu te dis, le mec c'est pas un manchot. Donc déjà, c'est quand même un mec, tu peux pas considérer, c'est un peu comme dans les Avengers, si tu considères que tu peux battre Miss Marvel, mais que concrètement Hulk pourrait battre Miss Marvel, mais qu'elle peut battre, il pourrait battre Thanos, mais concrètement Miss Marvel, bah enfin comment vous expliquer, voilà, on va faire les choses différemment. Vous vous souvenez de la fameuse scène dans Avengers Endgame où il y a Miss Marvel qui met au sol Thanos. Si Hulk y arrive, on peut se dire ouais mais c'est logique. Mais le plus important c'est que à un moment donné il utilise un subterfuge pour démolir Miss Marvel. Mais quand vous regardez bien les autres personnages, les Iron Man et tout ça, finalement il y a quand même il y a une élévation de la puissance. Écoutez-moi bien. Et le fait qu'ils sont plus dans une situation de résistance. Mais dans le cas de Miss Marvel, dans une situation de domination. S'il y en avait eu un qui avait réussi à augmenter sa domination, qui était aussi dominant, genre un Hulk. C'est pour ça d'ailleurs que dans Avengers Endgame, Hulk est sous-exploité. Parce qu'on considère que Hulk, si on l'avait mis à la puissance maximale, Hulk n'aurait pas eu une Miss Marvel, on aurait dit bah Miss Marvel c'est Hulk en fait. C'est ça le problème. Et le truc c'est que bah forcément, bah Seth Rollins c'est son problème. Déjà il y a ce problème là. Ensuite il y a The Fiend.
Le Fiend, aujourd'hui, c'est un personnage qui est très particulier, apprécié des fans, apprécié des gens qui le côtoient, et plus important, le Fiend, c'est notre Vendredi 13, c'est notre Jack l'Éventreur, même s'il a existé dans la vraie vie, c'est un serial killer. C'est un taré mental qu'on peut considérer comme tous les grands personnages de Dead by Daylight, par exemple. Dead by Daylight, il y en a un paquet, hein, les vendredis, les Jason, les machins. Donc c'est un personnage qui, quand on le regarde, suscite la peur. On est obligé de susciter de la peur. Pourquoi? Un, par son visage, clairement, il n'a pas un visage commun. Par son côté psychotique. Par le fait, tout simplement, qu'il est hyper résistant. Et donc, tous ces aspects que je vous décris là, ce sont des aspects qui font que The Fiend est malheureusement un personnage d'épouvante. Est un personnage de film d'horreur. Et donc, qui dit personnage de film d'horreur dit, et là vous allez très vite comprendre, dit qu'il doit être dominant. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Je vais prendre le cas de Vendredi 13 par exemple, ou le cas de Jason, ou le cas de tous les personnages de X ou Y. Ces personnages, le héros en base de base, bah, il s'appelle par exemple, je sais pas, il s'appelle Sal Rollins. C'est un personnage qui de base doit être sans cesse dans la peur. Il doit être sans cesse dans l'étonnement. Il doit être dans l'excès, dans le côté pétage de câble. Il doit être dans un sentiment où il doit sauver sa vie. C'est ça en fait dans un film d'horreur. Dans un film d'horreur, les héros, ou le héros, parce que voilà, bah lui en fait, il est dans une optique de vouloir sauver sa vie. Prenez Dead by Daylight par exemple dans le jeu vidéo. Dans Dead by Daylight, l'objectif des 4 survivants est de se sauver du tueur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'objectif dans Dead by Daylight. Donc le tueur, lui, il est surpuissant, il a des pouvoirs qui sont particuliers en fonction de ce que tu es, et en plus de ça, tu dois t'enfuir de lui. Tu ne dois pas l'affronter, tu dois t'enfuir de lui. Vous allez, écoutez bien cette petite nuance et vous allez très vite comprendre. Parce que face à lui, tu ne peux rien faire. Le Fiend, concrètement, est une puissance à lui tout seul. Ils ne peuvent rien faire. Et là, vous allez comprendre très vite où je vais en venir. Là, dans 5 minutes, vous allez comprendre. De l'autre côté, on a The Fiend. Le Fiend, les gens ont dit, ouais, mais on l'a décrédibilisé parce qu'il a... Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est peut-être la seule chose dont je suis pas d'accord sur ce que vous avez dit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour que il soit surpuissant, il faut qu'il y ait un excès. Encore une fois, je répète, l'excès. Il faut que ce soit à l'excès. Si tu fais un Curse Stomp, 2 Curse Stomp, et qu'au final c'est fini, les gens auraient dit, ouais, bah, ouais. Non, il en faut à l'excès. C'est un peu comme, admettons, je prends un exemple concret, tu as, qu'est-ce que je peux citer comme terme? Dans Terminator, tu as, ou dans d'autres personnages, tu as, à un moment donné, tu as le mec qui tire 14 balles, dans tous les films, parfois ça arrive, le mec il est surpuissant, tu prends le flingue, tu tires, et tu tires, et même quand le mec est au sol, tu t'acharnes sur lui. Et bah c'est ça en fait. C'est que tu es tellement dans une situation de stress énorme qu'au final tu prends le flingue et tu tires, mais tu sais que le mec il est quasiment mort, mais tu es en train de tirer. À un moment donné, tu prends même des trucs, tu lui balances tout dans la tête. À un moment donné, je prends un exemple concret. Et c'est ça en fait. J'ai un exemple. Et à un moment et souvent à ce moment-là, tu le fais tomber, tu balances des trucs. Tu es dans un excès. Et ça, Seth Rollins le joue bien. En fait, Seth Rollins, il est dans un excès parce qu'il voit le premier Curse Stomp apparaître. Le Fiend, il se relève d'un coup. Déjà, ça, c'est symbolique. Justement, ça, c'est bien. Le deuxième, il se relève. Et le troisième, par contre, à un moment donné, il a beau donner des coups, ça marche pas. Il se relève pas, mais le tombe est 1. Donc là, tu te dis, ouais, et après, il y a 4, 5, le pédigré, tout ça. Et à ce moment-là, il est dans un état. Et d'ailleurs, il est dans un état où clairement, il ne sait même plus où il est. En fait, il est dans une optique de dire, je veux plus le titre. Je veux sauver ma peau. C'est pour ça d'ailleurs qu'il frappe fort, il donne ce coup de sledgehammer. Parce qu'en fait, il est tellement dans une optique de dire, si je le déglingue pas, je vais mourir. Et au final, il se relève Bray Wyatt, puisque bah, il fait le Mandible Claw.
Et ça, les gens n'ont pas compris. Je pense que c'est pas que les gens n'ont pas apprécié, ils n'ont pas apprécié, mais les gens n'ont pas compris. Les gens, je pense ils se sont dit, oui, mais en fait, Bray Wyatt, ils l'ont décrédibilisé parce qu'ils ont pris notamment référence à Brock Lesnar, notamment à ce qui s'est passé il y a quelques jours, hein, Brock Lesnar qui barave Kofi Kingston en 5 secondes. Ça c'est quelque chose d'important. Mais tu prends par exemple le jour où Brock Lesnar affronte The Fiend. Si le jour Brock Lesnar l'élimine en 3 secondes, là oui on peut parler de décrédibilisation. Si le premier FAB il passe, ça sera une décrédibilisation. Mais si par exemple Brock Lesnar il galère comme Seth Rollins, là tu peux considérer qu'il est très fort. Et là, la réalité, c'est que Bray Wyatt, le Fiend, était tellement puissant, avait une force en lui démoniaque, qui fait qu'il résiste. Donc là, je me suis dit, non, je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Là, je me suis dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, monsieur. Ok, voilà. C'est parce que moi, j'estime que les deux jouent bien leur rôle, et peut-être que vous ne l'avez pas compris. Et je vous dis pourquoi vous n'avez pas compris. Parce que, en fait, je vais même vous dire un truc. Si vous n'avez pas compris, c'est parce que la WWE l'a mal expliqué. La WWE, qu'est-ce qu'ils ont essayé de nous expliquer tout au long de la rivalité? On a un mec, qui est un humain, comme nous, qui est face à un homme qui est surhumain, qui est démoniaque. Et d'un côté, nous avons l'humain, de l'autre côté, nous avons le démon. D'un côté, nous avons l'humain qui nous représente, qui est la peur. Et souvent, nous, quand c'est vrai que nous, en tant que téléspectateurs, on sera à la fois terrifié, mais on sera à la fois excité. Excité à l'idée de se dire, le mec en face de moi, là, il dégage un truc. Mais d'un côté, le mec qui est en face de moi, si je me retrouve devant lui dans une ruelle, je vais partir en courant. Vous voyez la nuance? C'est pour ça d'ailleurs que souvent les films d'horreur, souvent te terrifient, mais tu as très envie d'aller les regarder. Je prends un exemple le plus concret, hein, tu prends le cas le plus concret, vous prenez Jason. Vendredi 13, Friday 13. À chaque fois, il arrive, il tue la moitié des personnes, donc il y a que cette réalité-là. Mais, il faut se sont bien expliquer. Et là, je vais vous dire pourquoi les choses ont été mal expliquées. Ça a été mal expliqué, et je vais vous dire très bien pourquoi. Pour une raison. C'est le titre. Je pense que il est assez rare pour être souligné, mais le titre n'était pas nécessaire. Le titre n'était pas nécessaire dans ce pay-per-view. Je pense qu'il fallait faire un match, où peut-être le titre était en jeu, mais que le titre ne soit pas si important que ça. D'ailleurs, on le remarque bien. À quel moment Bray Wyatt ou le Fiend parle du titre? À quel moment il est intéressé par le titre? Il est plus intéressé à l'idée de faire souffrir Seth Rollins. À quel moment à un moment donné, Seth Rollins, tu l'entends dire, oui, il est plutôt dans une optique de se demander comment il va combattre Bray Wyatt. Ce qui aurait dû être fait, c'est que le titre soit défendu. D'ailleurs, le final le montre. Quand Seth Rollins va trop loin, en fait, ce qu'il fait, Seth Rollins, il va tellement loin, c'est parce qu'il n'est plus le champion qu'il défend. Il n'est plus dans une optique de défendre son titre, il est de défendre sa vie. C'est un peu comme vous êtes dans un cas désespéré, vous savez plus quoi faire. C'est comme, admettons, vous tombez sur quelqu'un de surpuissant. Vous pouvez être champion de tout ce que vous voulez. Votre premier réflexe, c'est de vous sauver la peau. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais le problème, et là vous allez comprendre, c'est que ce soit bien expliqué. Et je pense que c'est ça qui manque, que la WWE s'est plantée. La WWE, en fait, ce qu'elle a fait, elle s'est plantée dans les explications. C'est-à-dire que, au final, en fait, nous, on a été là, mais on s'est tous dit, c'est pas bien expliqué. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Attention. Je vais expliquer au niveau du titre de champion. Mais, en fait, la cage, pour moi, est un problème en elle-même. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Parce que cette cage empêche le mouvement. Dans un film d'horreur, en général, qu'est-ce qui se passe? Réfléchissez 5 minutes. Dans un film d'horreur, le tueur, qui vous voulez, vous choisissez qui vous voulez,
n'est pas au contact, enfin, n'est pas réellement au contact de la victime. Et c'est ça justement qui fait la beauté des films d'horreur. Un film d'horreur, concrètement, tu as un tueur qui cherche les victimes ou les survivants. Et la réalité, c'est que les survivants font tout pour pas pour pas se faire attraper. Mais si tu remarques bien, et d'ailleurs c'est très bien fait dans la storyline de Bray Wyatt, puisque Bray Wyatt n'apparaît que très rarement. Mais quand il arrive, en fait, le problème c'est que Bray Wyatt, le Fiend, là, il est à découvert devant un tueur, devant sa victime. Et là, je me suis dit non, là ça colle pas. Dans un film d'horreur, je répète, la victime, c'est justement ça qui est fort dans un film d'horreur, c'est que tu te demandes toute la journée, comme dans tout le film, tu te dis putain comment elle va mourir elle. Quand est-ce qu'elle va mourir? C'est-à-dire, tu la vois, et même à un moment donné, on a tous vu ça, c'est le moment où il ferme la porte, il bloque la porte, etc. T'es comme ça, tous comme ça, et puis d'un seul coup, t'as une main qui traverse, qui la déglingue. Et toi, t'es comme ça en mode ok. Ou alors un truc tout bête, t'es comme ça en train de te promener, et elle est en train de se promener, elle entend un bruit, et à un moment donné, il y a un petit rat qui part sur oh. Et tu vois là, le mec qui apparaît, fini. C'est ça un film d'horreur. Et là, tu as les deux qui sont en train de se chercher, et qui s'affrontent même. Et ça, non. Déjà, premier point. Donc il fallait trouver un moyen pour que la cage s'ouvre. Je sais pas comment, mais il fallait que la cage s'ouvre. Tu ne pouvais pas faire une cage fermée. Il aurait fallu que... Et le problème, c'est que Seth Rollins aurait dû limite implorer de sortir. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Que Seth Rollins soit dans un état de transe où il se dit, mais je vais mourir. Je vais mourir. Quitte à limite à voir... Un truc tout bête. Je dis ça, après vous faites ce que vous en pensez. Il est en train de venir, le film. Il arrive avec sa manière très particulière. Et d'ailleurs, il arrive et il ferme la porte, comme un Undertaker, comme faisait l'Undertaker. Il lève la lanterne. Et cette lanterne, il y a le visage de Seth Rollins. Et à la limite, il prend feu, la lanterne prend feu, ou je sais pas. Il la pose et la lanterne prend feu. Seth Rollins, il est en panique, il sait pas ce qui se passe. Il tape, il veut sortir. Là, on aurait dit putain. Là, c'est du... Là, c'est un film d'horreur. Là, c'est un film d'horreur. Le côté rouge, d'ailleurs, qui est signalé ici, je pense qu'il aurait pu être fait autrement. Quitte aussi à avoir à un moment donné, il arrive à trouver un moyen d'ouvrir la porte, je sais pas, il arrive à trouver un moyen de s'enfuir. Et puis à ce moment-là, il s'enfuit dans l'aréna. Et tu le vois en train d'essayer de s'enfuir dans tous les sens, etc., etc. Et tu vois Bray, le Fiend, qui le regarde comme ça, et puis ça s'éteint. Et tu vois le Fiend disparaître. Et là, Seth Rollins, il est comme ça, il comprend rien. Tu vas me dire, ouais, le match, il est fini. Tu vas me dire, ouais, ils vont faire un Monday clos. Mais Seth Rollins, il sait qu'il va se faire attraper à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Seth Rollins? Il rentre dans les vestiaires, il essaie de trouver une solution, il essaie de se planquer. Et en fait, on voit, de la part de Seth Rollins, on voit un Fiend qui est toujours là où à un moment donné, il essaye de rentrer dans son vestiaire, il voit la lumière qui s'éteint, il y a le Fiend qui apparaît derrière lui, il est en panique, il essaie d'ouvrir la porte, il peut pas, il défonce la porte, il prend, et puis d'un seul coup, comme dans les films horreur des fois, à un moment donné, il prend un sledgehammer, il pète un câble, il décide de le tuer, il décide limite de sauver sa peau, et à la fin, on aurait pu avoir littéralement une destruction, et là, à ce moment-là, il y aurait eu une destruction, je sais pas, une voiture qui l'aurait traversé. Tu vois, des trucs vraiment que toi, tu te dis, oh putain, avec une Becky Lynch qui aurait pu essayer de l'arrêter en disant, mais calme-toi, machin, c'est quand même un homme. Et là, ça aurait été fort. Et à la fin, quand il revient, et comme il doit revenir à un moment donné, parce qu'il y a quand même un match, tu le vois revenir, rentrer dans la cage, il s'assoit, et là, il est soulagé. Le arbitre, voyant le film pas là, considère que Seth Rollins est vainqueur, il dit voilà, là, je déclare Seth Rollins vainqueur
par KO, par ce que tu veux. Et à partir de là, eh ben, la lumière s'éteint et le film apparaît, termine le match. Vous voyez, et là, là je vois ce que vous allez me dire. Oui, messieurs, pardonne-moi pour ton avis qui est très avisé, et je te remercie. Mais ne penses-tu pas, là clairement la question que je te la pose, hein, ne penses-tu pas que ça n'aurait pas décribilisé une victoire par... Non. Parce qu'au final, dans le storytelling, Seth aurait mis la frousse à Seth Rollins tout au long du match. Mais ça n'aurait pas été un match. Sauf que là, c'est pas un match. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'en fait, il n'aurait pas dû avoir un match. En fait, le terme match, tu l'enlèves direct. C'est juste un duel psychologique entre une victime et son prédateur, entre un survivant et un tueur. C'est ça qu'on aurait dû avoir. C'est ça qu'on aurait dû avoir. Quand l'Undertaker apparaît, comment dire, je me souviendrai toujours du moment avec Randy Orton, où en 2005, il est terrifié, il est comme ça en train d'espérer, tu calme-toi. Et bah c'est la même chose. C'est ça qu'on aurait dû faire. Et c'est pour ça que le public a peut-être été déçu de ce match, parce que, encore une fois, alors, oui, parce que les choses ils ont peut-être pas compris ce que demandait. Mais moi, de mon point de vue, je pense que dans la manière dont je vous l'ai expliqué, vous avez peut-être trouvé les raisons. Je pense que les raisons qui ont fait la WWE, on ne peut que peut-être pas être d'accord, mais en tout cas, on peut trouver ça logique. Moi, je suis logique, je comprends ce que vous voulez faire. Mais d'un côté, et de l'autre côté, je me dis que la WWE a mal lancé la chose, a mal expliqué ce qu'il voulait faire. Et donc forcément, quand tu expliques mal quelque chose, bah forcément ça entraîne des complications. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon scénario, de mon avis. Dites-moi justement si vous pensez que j'ai tort, vous pensez que sincèrement, Seth Rollins, en fait, ce que vous avez proposé, vous avez peut-être apprécié ce qu'a fait la WWE, ou clairement, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Dites-le moi, en tout cas, moi je vous remercie sincèrement d'être présent. Gros bisous tout le monde, et à très vite.